1, 2, oui. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Debon, je dirige l'agence de Nantes-Saint-Nazaire Développement, qui est une agence de développement économique du territoire de Nantes et de Saint-Nazaire. Alors pourquoi je prends la parole avant que la séquence démarre? Parce qu'on a pris l'initiative, donc avec Aspasia Nanaki qui est ici, qui est la directrice de la stratégie impact de l'agence, de faire cette conférence ou ce temps de partage. Parce que l'agence de développement économique travaille sur le sujet impact sur le territoire, que les filières, notamment la mode, sont des vrais, peut-être pas cas d'école, mais des filières qui doivent effectivement se transformer en profondeur, parce qu'effectivement elles partent de loin, mais elles ont déjà initié beaucoup de choses, et que sur le territoire, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le sujet, en tout cas qui souhaitent effectivement travailler sur une transformation en profondeur de leurs fournisseurs, de leur impact, de leur innovation, etc. Et que ça nous semblait intéressant, puisqu'on anime, nous, un groupe d'acteurs sur le territoire, d'avoir un témoignage sur qu'est-ce qui est fait en local et même au national, parce que ça nous semble aussi un vrai symbole de la transformation de Nantes sur le sujet de la transition globalement, et que ça nous semblait vraiment, pour le coup, une bonne initiative à piloter et à mettre en avant dans le cadre de Social Change, qu'on co-organise avec effectivement la métropole et la lettre API. Voilà. Héloïse, je te laisse la parole. Parce que c'est toi la patronne maintenant de la séquence avec les collègues. Voilà, bonne séquence. Merci beaucoup Nicolas pour l'introduction et l'invitation. Alors on va commencer tout de suite ce cas d'école sur la mode éco-responsable. En introduction, j'ai quelques propos à vous donner pour contextualiser un petit peu le cas de l'industrie textile. Donc aujourd'hui, l'industrie textile emploie 75 millions de personnes dans le monde, dont 80% sont des femmes. Elle est source de nombreuses inégalités et contribue fortement à la pollution de l'eau, à l'eutrophisation des sols et à l'émission de gaz à effet de serre. Le secteur français de la mode représente 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus d'1 million d'emplois, soit l'équivalent de 2,7% du PIB. Pourtant, 95% des vêtements vendus en France proviennent de l'étranger. La bonne nouvelle, c'est que de nombreuses initiatives émergent pour construire une mode plus durable. Alors, du côté des consommateurs, en 2018, 20% d'entre eux déclaraient avoir effectué un achat de mode responsable. En 2020, ils sont 30% à déclarer l'avoir fait, preuve que la demande évolue. De la même manière, l'offre responsable se développe. 20% des enseignes placent désormais le développement durable au cœur de leur stratégie en 2020, contre 8% en 2019. Alors, si ces évolutions sont encourageantes, elles nécessitent d'être soutenues. Que peut-on attendre d'une marque, d'une collectivité, d'un consommateur pour préserver le bien commun? Comment peut-on agir directement sur les territoires? Est-ce aux institutions de déployer ces actions? C'est tout un modèle à transformer localement et dans les pays de production. Produire moins et mieux, repenser la répartition des ressources, le travail collaboratif, la sensibilisation, l'innovation sont autant d'exemples qui font partie des challenges à relever pour inverser la tendance et changer durablement ce secteur. La pédagogie aussi près des consommateurs est elle aussi essentielle. Chères auditrices et auditeurs, l'objectif de cette table ronde est de vous apporter un nouvel éclairage sur la transformation qui est en train de s'opérer dans le secteur de la mode et aussi inspirer et également vous apporter des nouvelles manières de faire et d'agir pour pouvoir transformer durablement ce secteur. Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons 3 acteurs de ce changement. D'abord avec Camille Bringécaille, qui est la fondatrice de la marque pour enfants de mode éco-responsable qui s'appelle Second'Siu et qui est labellisée Slow We Are depuis 2019. Nous avons également Florence Touzé, qui est co-titulaire de la chaire à impact positif à l'école de management Audencia et qui est également responsable du module Slow Fashion Training. Et nous avons également André Sobzak, vice-président de Nantes Métropole en charge de l'emploi, de l'Europe et de la RSE et conseiller municipal de la ville de Nantes en charge de la RSE des PME et des TPE. Et pour finir, je suis Héloïse Moignot, je suis la cofondatrice de Slow We Are, qui est le label RSE de la mode éco-responsable. On existe depuis 2017 et nous avons créé un référentiel unique qui évalue et authentifie la démarche éco-responsable des marques de mode sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui.
Alors, ma première question va aller directement à Florence. Vous avez participé à la co-création d'un observatoire dédié à la mode durable ou à la mode, en tout cas dès 2014. On est à l'aube de 2022. Quelles tendances, quelles évolutions avez-vous vu émerger ? Bonjour Héloïse, bonjour à tous. Au sein de la chaire Impact positif Audencia, nous avons en effet depuis 2013 observé comment les dynamiques développement durable et RSE impactaient les secteurs. Et le secteur de la mode est un de nos secteurs d'expertise, notamment avec un ancien partenaire qui était le groupe Galeries Lafayette et un partenaire actuel, le groupe ERAM. Donc c'est des sujets sur lesquels nous sommes en veille permanente. Et très clairement, la donne a changé en 7 ou 8 ans. Les questions de mode responsable étaient émergentes il y a 8 ans. La consommation responsable, on le sait, a largement évolué depuis. Et on a vu se multiplier les initiatives, d'abord peut-être de nouvelles marques, comme pourra en parler Camille tout à l'heure, donc qu'on pourrait qualifier de native RSE. Et puis depuis 4 ou 5 ans, et beaucoup plus récemment encore, des initiatives de transformation de marques existantes, parfois très anciennes, qui sont entrées dans des chemins de transformation. Plus ou moins effectifs, plus ou moins importants, mais en tout cas des offres qualifiées de responsables dans le secteur de la mode, on en voit fleurir tous les jours. Donc ça c'est pour la dimension, je dirais plutôt enthousiasmante, parce que le signe que ça nous envoie, c'est que ça correspond à une attente des publics. Et franchement, il y a 8 ans, on n'aurait pas forcément fait ce pari-là. On partait de très loin. Quand on parlait de mode responsable, on nous disait surtout oui, mais c'est moche, oui, mais c'est cher. Donc il y avait vraiment des grosses preuves à apporter pour que ce soit attractif pour le public. Donc le signe positif, il est là. C'est que ça commence vraiment à parler à quasiment tout le monde. Donc ça, c'est plutôt bien. On le voit même sur les offres de Noël, là, sur les achats de Noël. On voit que la dimension responsable commence à creuser son sillon. Pour modérer mon propos, je dirais qu'il faut maintenant vraiment aller étudier dans le fond les propositions qui sont faites, qui sont plus ou moins légitimes, plus ou moins crédibles. Donc il y a une grosse pédagogie à faire sur tous ces sujets-là. On va en parler, effectivement, la partie sensibilisation. Merci Florence. Alors on est à Nantes, une ville précurseur dans le développement durable. Il me semble qu'elle a obtenu le label Lucie. Peut-être que je me trompe, mais voilà. En tout cas, ça fait 7 ans que André, vous suivez les questions liées au développement durable dans la métropole. Quelles évolutions pouvez-vous témoigner ? Oui, effectivement, vous avez raison. Nantes est un territoire dans lequel il y a beaucoup d'entreprises qui sont engagées sur les questions de développement durable et la RSE. La preuve, ici à Social Change, aujourd'hui, on réunit beaucoup d'acteurs qui sont déjà engagés. Il y a eu une étude en 2020 faite par un observatoire national qui effectivement a identifié qu'à Nantes, il y a le plus d'entreprises engagées sur ces thématiques-là, et c'est une chance pour le territoire. C'est en tout cas comme ça qu'on le voit à la métropole. Et notre objectif, c'est désormais d'aller plus loin, de capitaliser en fait sur cette dynamique positive pour essayer de voir comment on peut aller encore plus loin, filière par filière en fait. Donc c'est ça effectivement la démarche et la mission qu'on a fixée à l'agence de développement Nantes-Saint-Nazaire Développement, en disant que un peu à contre-courant de ce que font d'autres métropoles et ce que nous-mêmes on faisait encore il y a quelques années, c'est-à-dire on cherchait en fait un maximum d'entreprises qui venaient s'installer chez nous ou des entreprises qui créaient un maximum d'emplois ici. Aujourd'hui, on a changé complètement la mission qu'on fixe à cette agence de développement en disant venez chercher des entreprises qui sont alignées sur les objectifs de développement durable, qui sont des entreprises à impact positif. Et donc, on a identifié notamment la filière de la mode, parce qu'on a sur le territoire plutôt régional pas mal d'acteurs de la mode, effectivement, qui sont très présents, qui sont en train de se transformer. Et on pense qu'il y a peut-être une opportunité de créer à Nantes
un lieu en fait sur effectivement le quartier de la création. On est déjà très bien repéré sur les industries culturelles et créatives et on pense en fait qu'on va peut-être créer un lieu, un réseau, un lieu d'échange en fait ici pour permettre en fait à des entreprises qui existent, qui veulent se transformer, comme l'a dit Florence Touzé, en fait de trouver tout un écosystème d'acteurs qui peuvent inspirer et accompagner cette transformation, et aussi des nouvelles entreprises qui se créent en fait, où effectivement on peut avoir des personnes qui vivent déjà à Nantes, qui ont envie en fait d'y aller, et on peut les accompagner, mais aussi peut-être des personnes qui vivent ailleurs en France ou en Europe et qui se disent si je crée mon entreprise, autant m'installer à Nantes parce que je vais trouver d'autres acteurs, des acteurs académiques, des acteurs économiques, des institutionnels en fait qui peuvent me permettre d'accélérer mon impact positif, y compris dans le secteur de la mode. Tout un écosystème, et je vous souhaite de créer ce lieu qui me semble effectivement être une super idée. Camille, j'aimerais bien, puisqu'on a vraiment cette chance d'avoir une marque parmi nous aujourd'hui, j'aimerais bien que tu puisses expliquer ta démarche avec Second Sue, comment t'en es venue finalement à vouloir créer ta marque, qu'est-ce que tu proposes ? Oui, du coup j'ai créé Second Sue, qui est une marque de prêt-à-porter de vêtements pour bébés et enfants de 0 à 6 ans, confectionnés avec des anciens linges de maison qu'on achète auprès du Relais et qui sont après transformés par des femmes en insertion professionnelle. Donc concrètement, on travaille avec 4 ateliers partenaires, 2 dans la région Pays de la Loire et 2 dans les Hauts-de-France. Et c'est né tout simplement à la naissance de ma première fille. Je l'habillais déjà en seconde main, mais pour moi, j'avais aussi envie de lui trouver des pièces un peu plus fortes et un peu plus uniques, qui correspondent plus à nos goûts. Et en fait, j'ai simplement fait ce que faisaient nos grands-mères et arrière-grands-mères, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui de l'upcycling, mais ce qu'on appelait avant de la récupération. Donc voilà, c'est né tout simplement de cette envie de pouvoir sauvegarder et ne pas hypothéquer son avenir, justement l'avenir de ma fille et son environnement, en l'habillant. Donc c'est comme ça qu'a débuté l'aventure Second Sue en 2018. Et depuis 2021, en fait, nous sommes une société à mission. Et nous sommes basés donc, aux Écosoli, au Solilab. Et effectivement, on est arrivé à Nantes il y a l'année dernière, en fait, puisque l'aventure a débuté en région parisienne. Et pour différentes raisons personnelles, mais aussi professionnelles, puisque clairement Nantes est effectivement un beau territoire pour ce type d'initiative, on a décidé d'emménager, de délocaliser l'activité ici. Et ça a été un vrai tremplin pour l'entreprise, puisque clairement, en fait, avant même d'arriver sur Nantes, on a pu avoir accès à des interlocutrices pour l'implantation de notre activité sur Nantes et sur la métropole. Donc, ce qui nous a permis d'identifier, avant même d'arriver, des partenaires avec lesquels travailler et de structurer en amont notre processus de production, puisqu'il a fallu délocaliser toute la chaîne de production ici, en fait. Donc ça a été une véritable mise à l'étrier, on va dire, qui a été vraiment bénéfique pour notre activité. Et on a trouvé ici un réseau vraiment très ouvert, des partenaires à l'écoute et des interlocuteurs, interlocutrices vraiment intéressés par le projet. Que ça soit effectivement la métropole, des collectifs qui existent déjà comme le collectif Émergence. On a également des partenaires comme la Samoa qui nous accompagnent via la Creative Factory. On est également accompagné par France Active. Donc voilà, vraiment un énorme support de la part de la ville et de la métropole qui est indispensable pour le développement de notre activité. Merci Camille. Puisqu'on parle justement d'implantation locale, je pense qu'on peut vraiment continuer sur ce chapitre-là pour l'instant. André, on en parlait lors de la préparation de cet échange. Vous faites beaucoup de choses sur Nantes pour accompagner les jeunes acteurs. Est-ce que vous pouvez justement nous donner quelques exemples concrets ? Oui, tout à fait. On a, par exemple, redéfini toute notre stratégie dans le domaine de l'entrepreneuriat.
On a envie de montrer que tout le monde effectivement peut créer son entreprise, donc avec un focus d'un côté sur les femmes qui entreprennent pas encore au même niveau en fait que les hommes, et donc on essaye de leur dire vous avez toute votre chance, et on a des dispositifs d'accompagnement qui sont dédiés en fait aux femmes, donc ce qui fonctionne plutôt bien. Et de l'autre côté, les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parce que là aussi beaucoup de personnes peuvent penser que l'entrepreneuriat, c'est pas pour eux. Donc, on a un programme qui s'appelle Oser entreprendre, qui fonctionne très très bien. Et parmi en fait ces créateurs, ces créatrices d'entreprises, il y en a beaucoup qui finalement sont dans le domaine de la mode, la couture, effectivement, qui se développe beaucoup. Donc, ça c'est un premier élément, déjà les aider à créer leur entreprise. Et après, souvent en fait, on a entendu qu'il y a un souci pour trouver effectivement un local pour tester effectivement son activité. Et donc, on a identifié sur toute la métropole différents lieux qu'on met à disposition des créateurs, des créatrices d'entreprises pour effectivement expérimenter l'activité. Alors, il y a d'un côté parfois certaines personnes qui ont créé leur entreprise et qui se disent après tout, rester toute la journée dans mon magasin, finalement, c'est pas ce que je souhaitais. Et ils arrêtent leur projet ou s'associent peut-être à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est bien aussi que cette expérimentation peut être faite sans investir trop d'argent en fait et sans prendre trop de risques. Ou au contraire, ça fonctionne en fait, et donc il y a un marché qui se crée, vous pouvez vous faire connaître, et donc avec cette preuve réelle, et non pas juste un business plan théorique, vous pouvez convaincre beaucoup plus effectivement un propriétaire de locaux plus classiques en fait dans la métropole pour effectivement accéder en fait à ces locaux dans un deuxième temps. Donc on a ces locaux un peu partout maintenant dans la métropole, mais aussi sur des marchés. Là effectivement vous avez par exemple l'autre marché, un marché de Noël plutôt sur des produits responsables avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On a réservé des places en fait pour des créateurs, des créatrices d'entreprises. Et souvent, évidemment, soit dans le domaine de la gastronomie, soit dans le domaine de la mode, notamment, en fait. Donc ça aussi, c'est des opportunités concrètes, mais aussi sur d'autres types de marchés. Tout au long de l'année, effectivement, on a réservé en fait à la fois des emplacements et des stands très concrets pour permettre effectivement des tests d'activité. Donc ça, c'est des choses effectivement très concrètes en fait qu'on essaye de développer, et effectivement, il y a cette idée de dire peut-être effectivement autour de la mode, il y a peut-être quelque chose de spécifique à créer. Effectivement, on essaye aussi de voir si on peut négocier avec des centres commerciaux pour peut-être avoir certaines boutiques qui peuvent tourner en fait pour amener aussi toujours une nouveauté en fait chez eux, ou des grands magasins. Donc, je pense effectivement qu'on peut donner un coup de pouce à des créatrices, des créateurs d'entreprises, y compris dans la mode, 6 ans, effectivement, cette démarche de RSE intégrée en fait dans leurs valeurs. D'accord. Donc beaucoup de collaboration, de synergie, donc tout un cadre pour créer sa marque. Et justement, quelles sont un peu les bonnes pratiques quand on veut lancer sa marque, ou en tout cas transiter vers une mode durable? Est-ce que, là je vais plutôt peut-être m'adresser à Camille et à Florence, si vous voulez bien répondre toutes les deux. André, bien entendu, mais vraiment le sujet c'est, est-ce que vous avez, vous, des conseils à donner à ceux qui veulent se lancer ou qui ne savent pas trop par quoi commencer pour transiter? Personnellement, ce que je donnerais comme conseil, c'est effectivement d'être le mieux accompagné possible, et aussi bien professionnellement que personnellement, parce que c'est un vrai challenge. Donc ça demande énormément de support et de soutien de la part de tout notre entourage. Et surtout d'être absolument convaincu par ce qu'on fait. Être véritablement aligné avec les valeurs de la marque qu'on veut créer. Forcément, l'idée, c'est pas de faire une marque de mode éthique juste pour faire une marque de mode éthique. Il faut vraiment la réfléchir à 360, que ça soit dans les processus de production, mais de commercialisation, de sourcing, etc. C'est vraiment fondamental pour être aligné avec sa marque et savoir la représenter et en parler. Et on est la première ambassadrice de notre marque, donc c'est vraiment important. Et ce que je voulais dire aussi, j'ai oublié. Mais oui, en tout cas, être excessivement bien accompagné. Oui, voilà, il y a énormément de challenges. Comme je vous le disais, moi, ça a débuté en 2018. Il y a beaucoup de hauts et de bas. Et les bas sont forcément ceux qu'on retient le plus. Donc, il faut vraiment s'accrocher. Et c'est pour ça qu'il faut être convaincu par ce qu'on fait. Parce que c'est véritablement indispensable pour pouvoir tenir la distance.
Pour compléter, moi, j'irais plutôt sur la facette publique et comment on parle et comment on entre en relation avec ses publics et sa clientèle. Et aujourd'hui, on peut vraiment avoir affaire à des personnes qui sont et sensibilisées et en recherche et en attente, en aspiration particulière par rapport à de la mode éthique. Donc je dirais que la façon de leur parler va être plutôt simple parce qu'elles sont en attente. Mais ces gens-là sont aussi hyper exigeants, donc il va falloir être particulièrement légitime et transparent sur les modes de production. Donc là, c'est vraiment une communication particulière. Et puis on peut aussi être en face de personnes qui sont plus en cheminement par rapport à ces sujets-là, qui ont une prise de conscience, mais qui est encore à ancrer plus profondément. Et il va falloir continuer à faire la pédagogie de pourquoi une mode responsable et pourquoi ce changement de consommation est-il important. Et là, il y a encore un vrai chemin à faire pour mieux comprendre notre rapport aux vêtements, mieux comprendre nos envies ou nos besoins, ce qui sont deux choses différentes. Et pourquoi le vêtement est important et comment on va pouvoir mieux acheter, mais pas seulement mieux acheter, mais aussi mieux entretenir, mieux gérer le vêtement quand on n'en a plus envie, jusqu'à sa fin de vie. C'est toute cette logique-là dont on doit faire la pédagogie tous ensemble, en fait. Et ce que vous faites avec le programme Slow Fashion Training? Avec Slow Fashion Training, absolument. Qui vient juste d'être lancé? Oui, c'est un module expérimental qu'on a lancé avec Mélanie Duguet, qui travaille avec moi sur le sujet pour la chaire Impact Positif, dont l'idée est en effet, puisqu'on sait il y a une grande partie du public aujourd'hui sensibilisée à ces questions-là, mais un peu démunie quand il s'agit de passer à l'action. C'est-à-dire comment faire avec ces labels, quelle matière, est-ce que c'est mieux du coton bio que du polyester recyclé ou pas. J'ai entendu tel reportage, qui dois-je croire, parce qu'il y a énormément de messages différents. Donc l'objectif de ce module, il est d'éclairer sur ces questions-là, de mieux comprendre son comportement personnel de consommateur, pour voir quel levier on peut réussir individuellement à faire bouger, et puis aussi de mieux comprendre que l'on peut soi-même réduire l'impact du vêtement par l'entretien qu'on va en faire et par la gestion du vêtement en fin de vie. Totalement, je partage effectivement tous ces aspects-là que vous connaissez très bien. Exactement. On parle beaucoup là, du coup du consommateur. C'est vrai que le consommateur cherche vraiment des repères pour consommer mieux. Du point de vue des marques aussi, il y a beaucoup d'actions à faire avec la chaire Audencia. Florence, vous me parliez que vous accompagnez aussi des entreprises dans leur transition. Vous m'aviez donné l'exemple de Bocage qui a mis en place un certain nombre d'actions. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Peut-être qu'il y a d'autres exemples de marques aussi qui peuvent être inspirantes. Alors, c'est vrai que ce sont dans les missions de la chaire d'accompagner ces transformations. On a souvent parlé de Bocage. Alors, je pense que dans la région, on connaît bien l'exemple des expérimentations du groupe ERA, mais notamment la chaussure d'occasion, mais qui va être une chaussure nettoyée, hygiénisée, etc. Donc, il y a un certain nombre d'expériences qui sont faites en ce moment par différentes marques, qu'elles soient récentes ou plus anciennes, et qu'on trouve intéressant à observer et pourquoi pas à accompagner. Donc, on va en 2022 lancer un autre chantier d'observation sur le rapport au prix, puisqu'on est un peu... on est convaincu que la conscience du prix, de la valeur d'un produit, de sa valeur d'usage notamment, doit être remise vraiment dans les esprits pour qu'on comprenne ce que vaut ce que l'on achète, pourquoi ça a un coût, et rejustifier des coûts, c'est vraiment important. Je lisais une étude hier sur le marché de la mode qui disait que les prix moyens d'achat mode ces dernières années allaient tourner entre 10 et 15 euros, ce qui est vraiment rien du tout. Ce qui montre bien que d'une manière générale, la mode est aujourd'hui considérée plutôt comme jetable, même si c'est inconscient, et qu'on ne pourra pas aller vers de la durabilité si cet état d'esprit continue à se développer. Donc pour les modes, pour les marques, pouvoir refaire la pédagogie du coût, ça me semble être un axe important. Et le fait que l'on
comprenne mieux aussi ce qu'il y a dans la tête des gens en matière de prix. Est-ce que la course au prix bas va continuer à être le Graal, et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer les choses? Ça va être notre enjeu 2022. Il y a beaucoup d'expérimentation, de pédagogie à apporter. Et c'est vrai qu'expliquer les savoir-faire, comment on fabrique un vêtement, quelles sont les différentes étapes, c'est des choses qu'on a oubliées. On est loin maintenant de tous ces métiers manuels. Et c'est ce qui, je pense en tout cas, participe au fait qu'on ne sait plus vraiment pourquoi finalement un t-shirt ne peut pas coûter 15 €, tout simplement. Pour accompagner ces marques qui essayent en tout cas qui font des efforts et qui ont un business model quand même qui reste compliqué, faut avouer les choses. Comment, au niveau des collectivités, vous pouvez accompagner ces marques-là? Je pense notamment aux commandes publiques, mais il y a peut-être aussi d'autres choses à mettre en place. Est-ce que, André, vous avez quelques idées à nous partager ? Oui, effectivement, il y a le levier de la commande publique. Donc, on essaye à Nantes Métropole depuis très très longtemps d'intégrer pas uniquement le prix et la qualité des produits qu'on achète ou des services qu'on achète, mais aussi la performance RSE des entreprises qui sont à l'origine. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut continuer à développer, même si on n'achète pas beaucoup de mode quand même en fait pour une métropole, mais à la marge, oui, forcément. En fait, il y a des équipements de travail et évidemment, on peut accompagner ces initiatives. Je pense qu'il y a un rôle à jouer en termes de sensibilisation du public. Je pense que c'est intéressant qu'une métropole mette en lumière justement des bonnes pratiques qui existent. C'est un peu la logique de la plateforme RSE de la métropole nantaise et c'est un peu l'objectif de Social Change en fait, de dire voilà, il y a des entreprises qui aujourd'hui sont en cours de transformation ou ont mis en place déjà un certain nombre de pratiques et il faut les faire connaître. Et côté consommateur, consommatrice aussi, effectivement, de dire voilà, quelles sont effectivement les solutions. Et donc, effectivement, des initiatives comme celle qui a été présentée par Florence Touzé, c'est quelque chose qui est intéressant, effectivement, pour nous, en tant que collectivité, à soutenir, à développer, effectivement, parce que plus les citoyens, les citoyennes sont conscientes, effectivement, qu'ils et elles peuvent agir sur les marques aussi, plus effectivement, on va avoir des entreprises aussi qui vont encore plus loin en fait sur ces dimensions. Donc je pense que ça c'est important. Et après peut-être une troisième dimension, une troisième action, c'est la mise en réseau avec d'autres acteurs en France et en Europe. Notre métropole est très engagée dans différents réseaux européens, notamment Eurocities, où on est en réseau avec 200 métropoles qui peuvent être confrontées à des mêmes objectifs. Et donc c'est intéressant, par exemple, de regarder est-ce qu'il y a des entreprises dans la mode, je ne sais pas, à Florence, qui sont dans les mêmes transformations. Ils vous permettent, vous, d'échanger peut-être avec quelqu'un qui fait quelque chose de similaire dans une autre ville, en fait, et vous pouvez passer un stage, un Erasmus, en fait, qu'on peut vous permettre de faire. Ça, c'est des choses intéressantes. Et nous, en fait, comment les agences de développement à Nantes peuvent apprendre de ce qui se fait à Copenhague, à Berlin, en fait, sur ces thématiques-là aussi. Donc, je pense que là aussi, partout, en fait, c'est en train de se réinventer. Et donc, je pense que les métropoles peuvent accélérer, en fait, en échangeant, en fait, identifiant les bonnes pratiques d'ailleurs pour les implanter ici et profiter de tout l'écosystème globalement déjà très favorable pour tirer aussi les acteurs de la mode. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez par hasard une source d'inspiration, une ville qui est un peu l'idéal vers lequel tendre ? Je ne sais pas s'il y a une ville idéale. En fait, j'aurais tendance à dire en fait que dans beaucoup de villes, il y a des choses intéressantes en fait qui se développent. Spontanément, en fait, on va effectivement essayer d'être sur des villes qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont des défis en fait similaires. On échange beaucoup avec la ville de Hambourg en Allemagne, par exemple, avec lesquels on a depuis longtemps en fait un partenariat. Et ça peut être intéressant effectivement parce que du coup, on connaît bien les acteurs pour essayer de les interroger sur ce qu'ils font dans le domaine de la mode. Alors Hambourg aussi a beaucoup de créateurs qui sont origines de cette ville. Karl Lagerfeld venait en fait de Hambourg, et Lysander, etc. Donc c'est aussi une ville en fait dans laquelle, à mon avis, on va pouvoir trouver des initiatives intéressantes et effectivement construire en fait l'échange qu'on a déjà dans d'autres domaines, d'autres filières sur le domaine de la mode. Et c'est une belle ville à découvrir. En effet.
pour la dernière question, qui est un peu une question d'ouverture, c'est vraiment la vision sur la mode. Comment tous les trois, vous percevez les changements qui vont s'opérer dans les 5 à 10 ans à venir? Camille, peut-être que tu peux nous en parler, parce que toi, tu es au quotidien dans ces aspects-là. Est-ce qu'il y a des tendances fortes que tu vois ou des choses que tu aimerais aussi mettre en place pour Second Sioux? Alors, clairement, effectivement, moi, c'est surtout sur la mode bébé-enfant, même si forcément, je regarde ce qui se fait sur le secteur de la mode éthique en général. C'est vrai que d'ici 5 à 10 ans, j'aimerais pouvoir dire que les mentalités auront radicalement changé et que les modes de consommation sont différents, mais je pense qu'on est loin de la vérité. Effectivement, il y a énormément de pédagogie à faire. Ce qui serait bien, c'est que justement, on arrête de parler de mode éthique et que ça devienne simplement la mode tout court. Mais je pense qu'il y a encore un énorme chemin à faire pour y arriver. C'est vrai que ne serait-ce que le premier frein, qui est le frein prix dont vous parliez juste avant, est l'un des principaux critères. Moi, je le vois bien, d'autant plus sur du vêtement bébé-enfant. À chaque fois, il faut expliquer qu'effectivement, surtout sur de l'upcycling, on n'est pas sur de la récupération en tant que telle, mais on achète le textile, il est relavé, reblanchi, et puis il y a des personnes en insertion derrière qui les font, c'est une main-d'œuvre française, etc. Donc il y a une vraie pédagogie à faire. Une fois que ça s'est expliqué, le prix passe beaucoup plus facilement, effectivement. Mais au niveau des tendances, effectivement, on voit de plus en plus de marques se lancer, ce qui est génial. Maintenant, comme tu le disais, au niveau des business models, parce qu'il y a ce frein prix qui existe, il faut voir ceux qui vont fonctionner et ceux qui ne vont pas fonctionner. Je m'intègre totalement dedans. Mais voilà, il y a ce principal enjeu qui est important. Et d'ici 5 à 10 ans, effectivement, les gens sont de plus en plus sensibilisés. Donc, les gens vont vers cette mode plus facilement. Surtout qu'on a des marques qui s'appliquent sur le modélisme, à faire des beaux vêtements qu'on n'a pas envie de cataloguer comme éthiques, comme on pouvait le faire auparavant. Donc, beaucoup de chemin à parcourir. Voilà, je pense que dans 5 ans, on aura fait un mini pas, mais on l'aura déjà fait, c'est déjà ça. Florence, est-ce que vous voulez compléter? Pour les années à venir, il va falloir probablement travailler sur un paradoxe qui est à la fois, d'un côté, cette permanence de la recherche du prix bas que l'on constate encore fortement, hein. Et les gros succès de ces dernières années, c'est à la fois la seconde main avec Vinted, mais Shine en face au prix le plus bas du marché. Donc, on voit qu'il y a encore du chemin à faire sur cette question-là. Donc, le prix bas d'un côté, et puis un nouveau sentiment qui commence à être mesuré dans la population, qui est le sentiment de satiété vis-à-vis du vêtement, c'est-à-dire qu'un sentiment d'avoir assez, voire trop de vêtements. Donc la soif d'acheter va peut-être aussi passer par se tarir parce que les dressings sont pleins, et on le sait, hein, avec près de 30% ou plus de 30% des dressings qui ne sont pas portés. Donc les placards étant pleins, on va peut-être assister à d'autres changements de comportement. Donc voilà, à la fois la satiété et à la fois la recherche du prix bas. Il va falloir qu'on négocie avec ça. Donc acheter moins et moins cher encore. Ou d'acheter mieux. Ou de moins acheter. Moins acheter, mais mieux. Je pense que c'est effectivement une bonne philosophie. André, est-ce que pour compléter les propos de Camille et Florence, vous avez des choses à rajouter? Oui, peut-être en ligne avec ce que disait Florence Touzé sur le prix le plus bas. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à revoir complètement, c'est la question des soldes. Et évidemment, encore plus, évidemment, le Black Friday, en fait. Moi, je rêverais d'une Nantes métropole sans Black Friday, en fait, en disant, effectivement, si effectivement il y a des soldes à la fin d'une saison, en fait, pour effectivement permettre à une entreprise de vendre en fait le reste en fait d'une saison. Mais en fait, là aussi, je pense en fait il faut aller de plus en plus peut-être vers la production à la commande, des systèmes effectivement pour écarter en fait cette idée de dire on pousse les gens à acheter un maximum. Parfois en début des saisons, comme avec le Black Friday, en fait, ça, effectivement, c'est des modèles aussi, je pense, qui sanctionnent, en fait, finalement, aussi les entreprises, parce qu'effectivement, il y a aussi la question du
prix juste en fait pour un produit qui est complètement cassé aujourd'hui, parce qu'on sait très bien qu'à un certain moment en fait, vous pouvez acheter un vêtement 80% moins cher ou 70% moins cher, et du coup on se dit finalement qu'est-ce que ça coûtait réellement à l'entreprise. Et si là-dessus en fait on peut aussi faire un progrès ici sur la métropole, je pense que ce sera quelque chose qui est intéressant à la fois pour les consommateurs mais aussi finalement pour les entreprises en fait, en disant plutôt que de surproduire et en fait de vendre après avec très très peu de marge, est-ce qu'on ne peut pas en fait avoir quelque chose qui permet en fait de produire juste ce qu'il faut et le vendre du coup à un produit correct? C'est vrai que la précommande, ça a plusieurs avantages. D'une part, au niveau du consommateur, il se réfléchit vraiment à ce dont il a besoin. Donc, il n'achète pas de manière systématique. Et au niveau de la marque, ça permet vraiment de moins mobiliser de trésorerie aussi. Et donc, c'est gagnant-gagnant pour toute la chaîne. Merci beaucoup. J'aimerais bien qu'on puisse passer aux questions du public, si vous voulez bien. J'imagine qu'il y a certainement des réactions de la part du public par rapport à ces échanges, et peut-être que vous avez envie de profiter de la présence de ces 3 acteurs locaux pour aller plus loin. Donc, je ne sais pas si je peux passer le micro. Merci, Kevin. Oui, bonjour, je suis Vera Lesault, je travaille en qualité de développeuse économique à la Samoa et j'accompagne des porteuses de projets, des entreprises qui relèvent des filières de la mode. Et me semble-t-il, à travers des témoignages et des cas d'expérience, aujourd'hui, ce qui pourrait manquer également sur le territoire, c'est pouvoir donner de l'accès à l'information pour avoir à la fois une visibilité de son activité, mais également de tous les acteurs qui interviennent sur la mode durable et soutenable, éthiquable, etc. Dans le sens où, effectivement, les entreprises sont confrontées à des problèmes d'identification d'acteurs, que ce soit pour des aspects un peu techniques, identifier des ressources, des technologies, des lieux de production, de confection, et aussi des expertises. Ça va aussi bien de la petite main artisanale plumassière qu'à un industriel qui soit en capacité, par exemple, de démonter des fermetures, de recycler ces fermetures, de les remettre en fait sur une chaîne de valeur de production des productions, des constructions. Donc on travaille notamment avec Nantes Saint-Nazaire Développement sur l'identification de certains leviers susceptibles de pouvoir accompagner ces entreprises dans leurs projets. Mais sur le territoire, on est assez témoin justement de cette prolifique ressource et d'inventivité. Je pense que ça serait intéressant effectivement d'accompagner peut-être un outil de communication, une plateforme, voilà. Bonjour, Kevin Gaujon, cofondateur de Ngo Shoes. On parle de plus en plus de relocalisation. Aujourd'hui, c'est surtout réussir à réimporter des machines, mais aussi des personnes qui ont les savoir-faire pour ces machines, ce qu'on a perdu en France. Également sur la réparation ou le recyclage des produits. Nous, on est confrontés à ça dans nos recherches de solutions. Est-ce que les pouvoirs publics ont prévu des choses localement ou nationalement pour repousser la formation de ces filières et réussir à réintéresser à ces métiers? Je réponds, oui. Oui, en fait, je pense qu'en tout cas, c'est un élément en fait qu'on doit travailler en fait aujourd'hui au niveau de la stratégie en matière d'emploi et de formation. Nantes Métropole essaye justement de regarder quels sont les métiers en tension et comment en fait on peut accompagner, faire découvrir ces métiers, donner envie en fait. Et là aussi, je pense que le fait de créer un lieu, de donner plus de visibilité, un site internet, peut-être un site vitrine où on pourra regarder tout ce qui se passe, ça va aussi permettre de donner envie à des jeunes de se dire finalement c'est un métier que je connais en fait. C'est vrai que le fait qu'on a produit plutôt
banco très très loin en fait. La mode fait aussi que les jeunes se sont dit de toute façon je n'ai pas d'avenir dans ce métier-là. Donc oui, c'est tout à fait des actions qu'on peut regarder ensemble et ça fait partie à mon avis de cet écosystème en fait qu'on doit créer, donner en fait à voir tous les métiers et en plus on a une chambre des métiers de l'artisanat qui est aussi très engagée, donc qui peut aussi certainement nous aider à faire découvrir les métiers qui existent et avec vous les entreprises évidemment. Donc oui, banco, allons-y. Je crois qu'on a arrivé au terme de cette table ronde. Pour conclure et pour tous ceux qui auraient envie d'en savoir plus sur la mode éco-responsable, on a 2 ouvrages à vous recommander. Florence, je vous laisse présenter le vôtre si vous voulez, pour commencer. Alors, il s'agit d'un ouvrage qui n'est pas spécifiquement sur la mode, mais plutôt sur la transformation des modèles, donc, qui s'appelle « Marketing, les illusions perdues », qui est une mise en question du marketing tel qu'on l'a pratiqué, appris et pratiqué pendant près d'un siècle. Et donc c'est une réflexion que j'ai proposée dans cet ouvrage, avec aussi la proposition de faire de ce que l'on sait faire avec le marketing, c'est-à-dire écouter, influencer, accompagner, un outil qui soit au service de propositions et d'offres soutenables. Voilà, c'est ce que je développe dans l'ouvrage. Merci Florence. Et le second ouvrage, ça s'appelle « La face cachée des étiquettes ». C'est un ouvrage que j'ai co-rédigé avec le cofondateur de Slow We Are. Et l'idée, c'était de répondre à toutes les questions que l'on nous pose depuis 5 ans sur la mode, sur les différents labels, sur les différentes matières, comment avoir des repères écologiques selon le type de matière, etc. Et on donne aussi plein de recommandations sur l'entretien, parce qu'il faut savoir que l'impact environnemental d'un vêtement, ça incombe aussi à nous consommateurs, et qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire à notre échelle. Voilà. Donc, merci à tous les 3 pour votre intervention, ces échanges inspirants. Et dernière chose que je voulais faire passer comme message, c'est on parlait beaucoup d'événements et de lieux d'échange sur Nantes. Camille, il me semble que tu es sur le marché, sur l'autre marché, si ma mémoire est... Alors j'y étais jusqu'à hier, enfin jusqu'à avant-hier. Bon, ce sera pour une autre fois alors. Ouais. Ça marche. Merci à tous pour votre participation et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver à un moment ou à un autre pour échanger.